À partir de demain, le gouvernement Cool-Roger n'aurait plus qu'une semaine à vivre, selon les bruits de couloir de l'Assemblée nationale. Un projet de motion de censure aurait déjà recueilli 77 signatures cet après-midi. Antananarivo a connu la plus haute température depuis ces 100 dernières années. 32 degrés Celsius, ce n'est pas encore la canicule, mais cela s'en approche. D'après les explications de la Direction générale de la météorologie, pour les 100 prochaines années, une augmentation de 1 à 4 degrés Celsius sera probable. Madagascar risque alors de faire l'expérience de la dangereuse fourchette de la canicule. Les États-Unis ont de nouveau frappé l'organisation de l'État islamique à Kobané samedi et dimanche, mais ils ont aussi franchi une nouvelle étape dans leur aide militaire en annonçant avoir largué des armes aux combattants kurdes. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à tous. À partir de demain, le gouvernement Cool-Roger n'aurait plus qu'une semaine à vivre, selon les bruits de couloir de l'Assemblée nationale. Un projet de motion de censure aurait déjà recueilli 77 signatures cet après-midi. Après l'implosion de la PMP, ou la plateforme pour la majorité présidentielle, le gouvernement pourrait bien être la prochaine victime des soubresauts politiques actuels. Reportage. Le vote d'une motion de censure exige la signature de 96 députés, soit les 2/3 de l'Assemblée nationale. Cette première législature de la 4e République a connu 2 tentatives de motion de censure. Elles ont toujours avorté. Cette fois-ci, avec 77 signatures de parlementaires déjà recueillies cet après-midi, il se pourrait que le gouvernement de Cool-Roger va être en très mauvaise posture à partir de demain. Selon des sources, les parlementaires pourraient passer à l'acte mercredi. L'implosion de la PMP, ou la plateforme pour la majorité présidentielle, aura été l'étincelle qui a allumé la mèche de cette 3e tentative de motion de censure et qui pourrait être la bonne. Les 21 parlementaires du parti Team et de la mouvance Ravalomanan ont basculé dans l'opposition. Des députés d'envergure ont quitté les rangs de la HVM, le parti présidentiel. Demain, 24 députés indépendants démissionneront du HVM. Le gouvernement est en très mauvaise posture. Lors de la seconde session ordinaire qui commence après-demain, il ne pèsera pas beaucoup face à un Parlement qui sent le vent tourner. La confiance en soi, affichée par le Premier ministre Cool-Roger, sera insuffisante au vu de l'hémorragie qui risque d'emporter son gouvernement. Après la série de démissions spectaculaires, on apprend que le groupe parlementaire HVM va se saborder et disparaître demain. Les observateurs s'interrogent sur l'éventualité ou la menace d'une dissolution du Parlement pour tuer dans l'œuf toute velléité de motion de censure. Quoi qu'il en soit, les projets de loi sur le découpage électoral d'Antananarivo et la liste de nouvelles communes créées ont déjà été transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Et à son retour d'Anteranan, la famille Ravalomanan a radicalement changé de langage et de ton lors d'une rencontre avec la presse à Faravouitch. Tout signe de tension a disparu et la Ravalomanan déclare que l'heure est au dialogue. Ni l'épouse de l'ancien chef de l'État, ni ses proches n'ont voulu se livrer au jeu des questions-réponses. Reportage. Lors des événements du 14 octobre dernier, la famille Ravalomanan a été très remontée contre le traitement infligé à l'ancien président de la République, revenu au pays à la stupéfaction générale. Après l'arrestation de l'ancien chef de l'État, sa famille est restée sous le choc et déclaré qu'elle ne se laissera pas faire. La manifestation d'Analakel samedi aura été une première forme de réaction. La foule a été en-delà des prévisions, mais les forces sécuritaires auront tout de même lancé un bon nombre de grenades lacrymogènes pour arriver à la disperser. La presse est attendue aujourd'hui à des informations sur les conditions de vie de Mark Ravalomanan à Anteranan. Il n'en fut rien. Un premier compte rendu fait jeudi par le député Giri Vranjenarsou avait fait craindre un regain de tension. Mais la Ravalomanan s'est exprimé ce jour avec un ton des plus apaisés.
L'épouse de l'ancien président de la République a refusé de répondre aux questions des journalistes. Elles étaient nombreuses. Elle n'a pas voulu, entre autres, par exemple, confirmer ou démentir l'éventualité d'une évacuation sanitaire à l'extérieur, ni parler des conditions de son mari placé en résidence surveillée. Une réédition des turbulences de samedi à Analakil ou en Bouizatouf est hautement improbable. La tonalité de la rencontre de la famille Ravalmanan peut décevoir les militants purs et durs du Magro. La famille de l'ancien président a préféré jouer la carte du discours apaisé. Le clan politique de l'ex-chef de l'État a mis la pédale douce sur un retour à Antananarivo. Stratégie ou accord politique? Le président de la République malgache a rencontré ce jour les partenaires techniques et financiers de l'État, les ambassadeurs étrangers et la communauté internationale. Le plan national de développement et la réconciliation internationale ont été mis en avant. Jusqu'à maintenant, leur rencontre se poursuit encore. Plusieurs ateliers se feront après cela. Écoutez les explications. Je pense que la rencontre d'aujourd'hui est une rencontre particulière pour faire part un peu avec vous de la réalité, des actualités. On va aborder différents sujets, des thèmes, je dirais, d'ordre général. On pourrait aborder aussi des thèmes un peu plus particuliers. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout aborder, même si je le souhaiterais. C'est une première, donc on va essayer d'être un peu plus général aujourd'hui. Ça ne nous empêchera pas d'aborder des questions particulières. Est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le deuxième point portera sur la situation des réformes au niveau juridique. Le troisième point portera sur le plan national de développement, le PND, ainsi que les grands chantiers qui sont en cours. Le quatrième point portera inévitablement sur la réconciliation nationale. Et le délestage va revenir à Antananarivo dans 10 jours. Faute d'une solution de la part du ministère des Finances, ce sera un délestage économique. Il n'est pas question de délestage d'ordre technique, mais plutôt un délestage pour manque de financement. Il faut des fonds pour assurer l'alimentation d'Antananarivo et de sa banlieue en électricité. Par ailleurs, la population s'irrite de ce que la Jirama n'émet plus d'avis de coupure. La nuisance touche aussi les provinces, par exemple Tuléar, qui ne disposera plus que 14 heures d'électricité par jour. Un reportage. Le phénomène de délestage prendra de plus en plus d'ampleur le mois prochain. Jusqu'ici, l'État et les partenaires techniques n'ont trouvé de solution que pour le mois d'octobre. 3 milliards d'arias ont été débloqués pour payer les arriérés les plus criants des dettes auprès des fournisseurs de carburant. Pour l'instant, le ministère des Finances et Budget n'a pas encore réagi. Lors de notre passage, les responsables se sont déclarés pris par des réunions. Le cas de Tuléar intrigue plus encore. La ville n'aura que 14 heures d'électricité par jour à partir de demain. Pour Antananarivo, la population s'irrite de ne jamais recevoir d'avis de coupure. Les délestages imprévus causent d'énormes dégâts et destructions matérielles. Les pertes peuvent atteindre jusqu'à 70% pour certains opérateurs. D'après le responsable d'une station multiservice, la semaine dernière, le délestage a été tellement fréquent et ça dure jusqu'à 3 voire 4 heures parfois. D'après la Jirama, le délestage technique est dû au manque d'eau et au vieillissement du matériel. Nous attendons les pluies artificielles que le gouvernement a promis. Selon le ministère de l'Énergie, Madagascar doit penser aux solutions durables. À part le financement de 80 millions de dollars des partenaires pour l'énergie renouvelable, nous pouvons penser aux barrages hydroélectriques dont des études de faisabilité ont déjà été effectuées. Mais également dans l'actualité, aujourd'hui, Antananarivo a connu la plus haute température depuis ces 100 dernières années. 32 degrés Celsius, ce n'est pas encore la canicule, mais cela s'en approche. Néanmoins, les météorologistes rassurent, la température n'ira pas au-delà cette année. D'après les explications de la Direction générale de la météorologie, pour les 100 prochaines années, une augmentation de 1 à 4 degrés Celsius sera probable. Madagascar risque alors de faire l'expérience de la dangereuse fourchette de la canicule entre 36 et 48 degrés Celsius. Michel Aranardzon.
3 degrés en su par rapport à l'année 2013. Antananarivo n'a pas l'expérience des grandes chaleurs. Si au mois d'octobre 2013, la température maximale était de 29 degrés Celsius, actuellement, cette température a atteint les 32 degrés Celsius, une température semblable à celle de Mahajang et de Nuspe au mois de décembre et de janvier. La prévisionniste Raj Malala Omega rassure néanmoins, la hausse de la température s'arrêtera là pour cette année. 32 degrés Celsius, Antananarivo a connu la température la plus élevée de ces 100 dernières années, mais la température maximale ne dépassera pas les 33 degrés Celsius cette année. Les Malgaches n'auront pas à craindre les températures de canicule qui se situent entre 36 et 48 degrés. Elles ont tué les personnes vulnérables en Europe, les vieillards ou les bébés et jeunes enfants. D'après les statistiques du GIEC, groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, la hausse de température à Madagascar évolue de 0,8 degrés Celsius à 1 degré Celsius. Rakutuma Avsu, responsable du service des recherches appliquées au sein de la Direction générale de la météorologie, affirme que la température connaîtra une hausse de 1 à 4 degrés Celsius les 100 années à venir. La température à Madagascar ne cessera d'augmenter si l'homme continue la destruction de l'environnement. D'un autre côté, les habits légers, les mini-jupes, les parapluies et bien d'autres articles d'été commencent à envahir le marché. La température à Madagascar va actuellement de 16 à 32 degrés Celsius. Le président de la République malgache a alloué un financement de 20 millions d'ariars à la Kamassou hier pour la célébration de leur 25e anniversaire. Plus de 50 000 personnes ont pu bénéficier d'actes de bienfaisance à la Kamassou Anjalanch durant ses 25 ans d'existence. Les efforts ne cesseront jamais, affirme le fondateur Père Pedro, et espère que le partenariat avec l'État ne cessera pas non plus. Gaëtan Gislav. « 1989-2014, 25 ans d'existence de l'Akamassou fondée par le Père Pedro. Leurs actions commencent par le rapatriement des familles pauvres dans les lieux où ils ont vécu. Par la suite, la construction de demeures par les sans-abri. Plus de 3000 maisons ont été jusqu'ici construites, si le nombre de population à Anjalanch est de 10 000. 12 000 enfants ont été insérés dans le monde de l'éducation. À part cela, les formations professionnelles des jeunes ainsi que le contrôle de la santé. Pour le domaine de la santé, près de 300 000 malades ont été pris en charge durant ces 25 ans d'existence. Le fondateur Père Pedro affirme que les efforts continueront. De plus, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter. Un de ses projets, la construction d'un nouveau centre. La Kamassou a travaillé jusque-là dans 8 centres à Madagascar. À Tulzanaar en 1980, 60 km d'Antananarivo, Manatenassou en 1990, Mahatsar en 1993, Ambatumtukan en 1994, Alakamisambouima et Safat en 1997, Fanganjan et Amptaf en 1998, Bourndave en 2012. Le président de la République a alloué un financement de 20 millions d'ariars à la Kamassou. La réduction de la pauvreté à Madagascar, c'est ce que tous attendent de l'État malgache. Avec le projet de donation de demeures, le Père Pedro a utilisé un budget très inférieur à celui utilisé par l'État. Les travaux du Père Pedro sont actuellement concrets. Partage et amour, tels sont les thèmes de la musique reggae apportés par le groupe venant d'Afrique du Sud, The Rivertones, en partenariat avec un peintre pour l'événement Carambole Spirit Tour 2014 by Coup d'État. Cet événement sera pour eux l'occasion d'échanger et de partager avec des musiciens de la Grande Île et bien sûr découvrir les richesses musicales malgaches. Il aura comme particularité l'association de la musique de ce groupe avec l'exposition des œuvres du peintre Isaac Azali à partir de 18h demain à l'Alliance française de Tananarive. Regardez les images. Lady Reggae, we are the Rivato. Lord have mercy. Lady Reggae, we are the Rivato. Nous poursuivons avec les actualités internationales.
C'est une nouvelle étape dans la bataille qui se joue à Kobané. L'armée américaine a annoncé hier avoir largué pour la première fois des armes aux combattants kurdes qui défendent la ville syrienne assiégée par l'organisation de l'État islamique. Les armes, les munitions et le matériel médical étaient fournis par les autorités kurdes d'Irak. C'est un reportage de France 24. Depuis fin septembre, les États-Unis multiplient les raids aériens sur la ville syrienne de Kobané. Des frappes essentielles pour les combattants kurdes, car elles ont permis de freiner l'avancée de l'organisation de l'État islamique. Un soutien précieux, mais insuffisant pour faire plier les djihadistes. Samedi encore, ils ont dépêché de nouveaux renforts à Kobané. Alors Washington a décidé d'aller plus loin. Un avion cargo C-130 de l'US Air Force a largué des armes, des munitions et du matériel médical fourni par les autorités kurdes irakiennes pour soutenir la résistance. Au total, pendant 4 heures, 3 avions américains ont largué 27 colis. Cette aide, bienvenue pour les Kurdes, c'est précisément celle que la Turquie avait refusé de laisser transiter par sa frontière. Pour Ankara, il n'est pas question d'armer les Kurdes de Syrie, des combattants jugés trop proches du Parti des travailleurs du Kurdistan, qui mène depuis 30 ans une insurrection pour réclamer une région autonome dans le sud-est de la Turquie. Pour nous, le PYD est comme le PKK. C'est aussi une organisation terroriste. Il serait mauvais pour les États-Unis, dont nous sommes les amis et les alliés à l'OTAN, de parler ouvertement et de s'attendre à ce que nous disions oui à ce soutien envers une organisation terroriste. Ankara n'a pas encore réagi, mais la Turquie risque de ne pas apprécier ce soutien direct aux combattants kurdes. Joko Widodo, le premier président de l'Indonésie sans lien avec le régime de l'ex-dictateur Suharto, a été intronisé aujourd'hui et accueilli dans la soirée comme une rockstar par une foule en liesse avant les multiples défis qui l'attendent. C'est toujours un reportage de France 24. Une cérémonie d'investiture en grande pompe à Jakarta. Parmi les invités venus du monde entier, ici le secrétaire d'État américain John Kerry, mais aussi les premiers ministres australiens, singapouriens ou malaisiens. Et voici celui que tout le monde attend, Joko Widodo, surnommé Jokowi. À 53 ans, il devient ce lundi le président de la 3e démocratie au monde. Devant les 2 chambres du Parlement, à ses côtés, son prédécesseur applaudit. Mais Jokowi incarne la rupture avec le passé. Car lui, l'enfant des bidonvilles de Java, ne vient pas de l'élite politique et militaire liée à l'ex-dictateur Suharto. Jokowi est un bon bureaucrate, mais les affaires nationales, c'est quelque chose de complètement nouveau pour lui. Gérer l'écart entre les attentes euphoriques de la population, la réalité d'aujourd'hui et les défis qui l'attendent sera important. Des défis économiques d'abord. En Indonésie, plus d'un habitant sur 3 vit avec moins de $2 par jour. Corruption, déficit public, inflation importante. Jokowi doit relancer une croissance au ralenti depuis 5 ans. L'autre priorité pour le premier pays musulman de la planète, endiguer la montée de l'islamisme radical, phénomène qui inquiète les États-Unis. Dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique, Washington demande à l'Indonésie de geler les avoirs d'islamistes et d'empêcher le départ des candidats au djihad. Un rappel des programmes avant de vous quitter. Votre série Mistresses, juste après ce journal, suivi toujours de 2 films. 22 Jump Street, un film comédie, suivi d'un film frisson. Plus tard dans la soirée, Délivre-nous du mal. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention, de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve demain à partir de 20h45. Au revoir et bonne soirée à tous.